Maintenant, on va s'attaquer au concept mathématique de base qu'on va utiliser durant le cours de robotique mobile. Comme je vous dis, ça va être des concepts relativement, je ne veux pas dire simples, mais c'est des concepts de base que vous avez normalement fait dans d'autres cours. Les concepts qu'on va utiliser beaucoup en robotique mobile, c'est des concepts de trigonométrie et de géométrie. On fait beaucoup de géométrie dans le cours. Qui dit arpentage, dit géométrie, et un robot mobile, essentiellement, c'est un arpenteur autonome, si vous voulez. On va travailler aussi dans différents types de coordonnées polaires, cartésiennes, et un peu plus tard, on va parler aussi de coordonnées de type homogène. On fait appel aussi beaucoup à des concepts d'algèbre linéaire comme les vecteurs et les matrices. Autre concept vraiment important, les séries de Taylor que vous avez vues déjà et probablement oubliées. Donc, on va les dépoussiérer un peu. On va les utiliser pour être capable de linéariser la réponse de nos systèmes qui ne sont pas linéaires. Donc, 99% des systèmes ne sont pas linéaires. Donc, il va falloir les linéariser pour être capable d'utiliser des outils mathématiques, comme par exemple les fils de Kalman, fils de Kalman étendu et tout ça. On va bien entendu aussi faire des statistiques et de la probabilité, mais ça, on va les aborder un peu plus tard dans la session, quand ce sera le temps donc de les voir. Si on regarde la trigonométrie, notre bon vieux triangle rectangle, donc on a l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent, les coins A, B et C. Et c'est important dans les problèmes, on cherche toujours le triangle rectangle qui va nous permettre de faire notre trigonométrie de façon relativement simple. On rappelle, le sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le sinus ici, donc, de θ, ça serait le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est sinus sur cosinus ou le ratio entre le côté opposé et le côté adjacent. Il existe des centaines d'identités trigonométriques. Ce n'est pas un cours de trigonométrie. Donc, à l'examen, ce que je vais faire, j'imprime une feuille. Vous avez une centaine d'identités trigonométriques. La plupart du temps, vous n'en avez pas de besoin puisque les problèmes sont relativement simples. Mais juste pour vous rassurer que vous n'avez pas besoin de réviser vos différentes identités, je vous les donne à l'examen sur une feuille qui est à part, là, qui va être incluse dans l'examen. Le radian est l'unité de mesure d'angle qu'on utilise la plupart du temps en robotique. Ça va être défini comme étant le ratio entre l'arc L ici et le rayon, donc le rayon R de mon cercle. Dans un cercle complet, on a 360 degrés, on a donc 2 pi. Ça veut dire qu'un radian, quand on voit un radian, c'est à peu près l'équivalent de 57 degrés. Les angles, ça peut tourner, dans le sens qu'on peut avoir pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, mais physiquement, ça va correspondre à la même valeur. Donc, l'arithmétique avec des angles, elle est particulière. On cherche notamment à toujours conserver notre angle entre la valeur de moins pi et de pi. Par exemple, ici, vous avez pi plus, donc vous avez un angle de pi, ça correspond à 180 degrés. Si vous ajoutez pi sur 2, ça veut dire qu'on rajoute un 90 degrés. On obtient 3 pi sur 2, mais c'est la même chose que d'avoir une rotation de moins pi sur 2. Ça, il faut le garder en tête. Et surtout lorsqu'on va faire des calculs là-dessus, lorsque je viens calculer l'erreur entre deux angles, par exemple, si je dis c'est quoi l'erreur entre l'angle 1 qui est 0 et l'angle 2 qui est 2 pi, si vous donnez ça à un ordinateur, il va vous dire que l'erreur, elle est de 2 pi. Mais physiquement, 0 et 2 pi, c'est exactement le même angle. Donc, l'erreur est plutôt de 0. Donc, vous voyez comment ça peut être un peu difficile à interpréter comme méthode. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va toujours faire une opération qu'on appelle le wrap to pi qui est définie dans MATLAB. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est méfiez-vous des opérations par exemple, qui vont venir estimer, vous avez, disons, un certain nombre de valeurs d'angle, puis vous voulez mesurer l'écart type, le standard deviation ou la variance. Ben, ces fonctions-là, en général, implicitement, vont faire des soustractions. Et ça se peut que, dans le fond, là, vous ayez le problème, justement, que vous voulez soustraire des angles qui sont très proches, mais vous voulez donner des valeurs numériques très élevées. Méfiez-vous, parce qu'on vient mesurer des écarts types là, sur des distributions de données pour les angles. Ça va être très important lorsqu'on va faire le filtrage bayésien. Si vous vous rappelez, dans la vidéo du robot Shaky, je parlais qu'on va comparer notre estimé des mesures de capteur avec les valeurs réelles. Donc, on va faire une opération de différence, ça va avoir un sigma-. Donc là, ici, on va soustraire possiblement des angles. Et là, il va falloir faire bien attention justement à ce wrap to pi là pour pas arriver avec des erreurs qui sont très grandes alors que l'erreur elle est plutôt faible. Et là, j'avais pris à l'époque le meme qui était très The Snow Ski Instructor. If you don't wrap your angles between minus pi and pi, you're going to have a bad time. Alors, rappelez-vous ça. Si vous travaillez avec des angles, faites toujours un wrap. Le théorème de Thalès, ça va être pour des triangles donc équivalents. Vous avez le triangle ABC, le triangle ADE. On a ici la droite DE qui est parallèle à la droite BC. Ce qu'on va voir, donc, c'est des ratios qui vont être identiques. Donc, le ratio entre AD et AB va être égal au ratio entre AE et AC, ou le ratio entre DE
sur BC. Donc, on va avoir une équivalence de tous les ratios entre ces deux triangles-là. On conserve toutes les proportions. Donc, c'est important ce concept-là du théorème de Thalès. On va l'utiliser beaucoup lorsqu'on va venir travailler les caméras. On va utiliser des modèles de caméras de type sténopée. Donc, en anglais, on appelle ça la caméra de type pinhole. Et juste pour vous donner un petit peu, vous mettre l'eau à la bouche, le point ici, ça va être le centre de projection de notre caméra. Et je vais avoir un objet situé à une distance Z2 du centre de projection de la caméra. Et l'objet, par exemple, à une hauteur de X2. Et ici, ça va être ce qu'on appelle le plan image, qui est situé à une distance Z1 de mon plan focal, là, qui est situé à une distance Z1. Donc, Z1 va de la distance focale, par exemple, de mon centre de projection. Fait, quelle est la position en pixels dans mon plan image? Donc, ça va être la position ici. Donc, le fait que on peut voir qu'avec le théorème de Thalès, ça veut dire que le ratio de X1 sur la focale va être égal à la position X2 divisé par la distance Z2 dans les coordonnées réelles. Donc, très pratique pour faire de l'imagerie. Vous allez voir, les équations des caméras sont relativement simples. Maintenant, au niveau de la géométrie du cercle, la tangente ici, en bleu, c'est perpendiculaire au rayon qui est indiqué en vert ici. Une corde, ça va être un segment de droite qui va toucher donc les extrémités de notre segment de droite vont venir toucher le cercle. Et la médiatrice, donc, c'est une ligne perpendiculaire. La médiatrice, donc, d'une corde. Donc, la corde est ici en bleu. Et la médiatrice, donc, ça va être cette ligne-là ici qui vient intersecter la corde, donc au milieu, avec un angle de 90 degrés. Alors, la médiatrice passe nécessairement par le centre du cercle. Théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre. Donc, j'ai un cercle ici avec son centre. Je vais avoir deux points situés sur le cercle. Et là, donc, les points P1 et P2. Et on va avoir un angle θ qui est sous-tendu par les points P1 et P2 par rapport au centre. Donc, on appelle ça, donc là, bon, on a un arc ici. Donc, l'angle, ça va être l'angle θ. Maintenant, pour un point quelconque ici, en dehors de mon arc vert, donc c'est la partie bleue, on va avoir un deuxième angle qui est l'angle alpha. Et la question qu'on se pose, c'est quel est l'angle inscrit alpha? Donc, est-ce qu'il dépend de la position du point P3 sur le cercle ou est-il indépendant de la position du point P3 sur le cercle bleu? Alors, la réponse, c'est qu'il est indépendant. Donc, l'angle va être égal à exactement, l'angle alpha va être égal exactement à la moitié de l'angle θ ici. Vous voyez ici la représentation géométrique. Vous voyez, peu importe où ce que je place le point M, l'angle ici alpha est toujours identique et va être la moitié de l'angle ici θ. Ça va être utile un peu plus tard dans le cours lorsqu'on va venir faire des problèmes de localisation en deux dimensions à partir des mesures d'angle entre des points de repère visuels. Je vous indique déjà, je vous donne un petit peu un indice, les caméras, ce sont avant tout des rapporteurs d'angle qui sont relativement précis. C'est des rapporteurs d'angle non linéaires, mais ils nous donnent des informations angulaires entre différents points de repère, par exemple. Ils ne donnent pas d'informations de distance directement. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la géométrie. Ma caméra, je le répète, c'est un rapporteur d'angle. Coordonnées cartésiennes, on est quand même pas mal tous familiers. Donc, vous avez un point ici en deux dimensions. Vous avez la coordonnée en X, la coordonnée en Y. On utilise aussi beaucoup les coordonnées polaires, où là, on va toujours utiliser un tuple de deux valeurs. Cette fois-là, les valeurs vont correspondre à la distance R entre le centre du système d'axe et le point, et l'angle par rapport à l'axe des X. Et pour passer d'une coordonnée polaire à une coordonnée cartésienne, donc c'est R cos θ et R sinus de θ. Pourquoi on utilise des coordonnées polaires? C'est qu'on va le voir, notre lidar, dans le fond, c'est une tête pivotante qui nous donne des mesures d'angle et des mesures de distance à l'aide d'un laser. Donc, le capteur lidar lui-même, de façon naturelle, travaille en coordonnées polaires, sauf que nos cartes 2D ou 3D de l'environnement, on va plutôt les travailler souvent dans des coordonnées plutôt cartésiennes. Donc, ça va être important d'être capable de convertir de un à l'autre et vice-versa. Un vecteur, ça va être quoi? Ça va être un contenant de réel de dimension, donc il va avoir, si vous voulez, n rangées avec une colonne. On l'indique souvent avec une petite flèche au-dessus. Puis on va indiquer donc les membres du vecteur avec minuscule, avec un n pour indiquer la rangée dans laquelle il appartient. Donc, un MATLAB, voici comment on crée des vecteurs, mais en NumPy, c'est un peu la même chose. Le vecteur va nous servir à stocker ce qu'on appelle l'état d'un système. Le choix des variables qu'on définit comme qu'on appelle un état, ça va être un choix de conception. Ça peut être, par exemple, un robot qui circule sur un plan.
un plan étant un plancher, là. Ça peut être, par exemple, la coordonnée en X, la coordonnée en Y et l'orientation θ du véhicule. Donc, j'aurais besoin de 3 variables dans mon vecteur. Donc, j'aurai un vecteur de dimension 3 pour stocker l'état du système. Pour des raisons qu'on va expliquer un peu plus tard, ça se peut aussi qu'on veuille augmenter notre état. Par exemple, on va avoir non seulement la position X, mais la vitesse en X, la position Y, la vitesse en Y, l'angle du robot et sa vitesse angulaire. Donc, vous voyez, maintenant, je suis rendu à un vecteur d'état de 6. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on gagne certains avantages parfois à augmenter la taille de notre système. Par exemple, si on fait l'hypothèse que notre véhicule est soumis à des accélérations qui sont plus ou moins constantes, ben, je dois comme garder en tête c'est quoi la vitesse pour être capable d'exploiter cet a priori-là. Donc, c'est pour ça qu'on va le revenir ajouter dans l'état. Donc, c'est un peu un art qui est celui de choisir les variables qu'on place dans notre vecteur d'état. Parce qu'il y a un coût algorithmique, plus mon vecteur va être long, plus ça va demander de temps de calcul. Des fois, ça augmente au carré ou au cube de la taille du vecteur, là. Un vecteur, de façon purement abstraite, c'est une quantité géométrique qui représente une magnitude et une direction dans l'espace. Donc, en 2D, là, on le voit ici, là, un vecteur 4,2, dans le fond, ça représente un point situé à la coordonnée 4,2, par exemple. Ou en 3 dimensions, ça serait le même principe. C'est juste que je ne peux pas le faire ici sur un acétate de 3 dimensions, ça ne se fait pas. Important, la norme d'un vecteur, dans le fond, ça va être la magnitude. Là. Ça va être la norme, on va dire, souvent on le représente avec les 2 petites barres ici. Là. Dans le fond, on va prendre chacune des entrées du vecteur au carré, on fait la racine carrée. Donc, on a tous fait ça au lycée ou à l'école secondaire. Donc, par exemple, pour un vecteur 2, 3, 4, la norme serait donc 5,38. Important, les vecteurs, on peut les additionner. On additionne 2 vecteurs en additionnant les entrées correspondantes une à une. Donc, vous voyez ici, pour la première rangée ici, donc c'est A+. Si je additionne le vecteur A et B, j'additionne A1 et B1 ensemble pour obtenir la nouvelle première coordonnée, A2, B2 pour la deuxième, et ainsi de suite. Graphiquement, on peut le voir que j'ai un point ici, vecteur A plus vecteur B. Donc, on obtient le résultant qui est le vecteur AB ici. Et c'est important, donc c'est commutatif. Je peux inverser l'ordre. On voit que B plus A, c'est égal à A plus B. C'est important pour les vecteurs. Je peux inverser l'ordre, ça n'a pas d'importance. La soustraction va suivre la même logique. Produit scalaire, ça va être de faire le produit entre, on l'exprime avec un point ici, ça va être de faire donc le produit des entrées une à une, puis ça nous donne une valeur en sortie, donc tout le terme scalaire, un scalaire en sortie. Vous voyez ici pour le vecteur A et B, je multiplie A1, B1 plus A2, B2, etc., etc. Je fais la somme et j'obtiens donc le produit scalaire entre les deux. Par exemple, si j'ai le vecteur A qui est 2, 3, 4, B qui est 5, 6, 7, j'obtiens donc que le produit scalaire est 56. On peut calculer facilement l'angle entre 2 vecteurs, parce qu'on commence à retomber un petit peu dans la géométrie, en utilisant la règle du fait que le produit scalaire entre A et B, c'est égal donc à la norme du vecteur A fois la norme du vecteur B, multiplié par le cosinus de l'angle entre les 2 vecteurs, que ce soit en 2 ou en 3 dimensions, là. Donc, si je veux retrouver l'angle, ce que je fais, c'est donc je fais le produit scalaire, je divise par le produit des normes, je fais l'opération d'arc cosinus et je vais obtenir l'angle entre les 2 vecteurs. Souvent, on utilise le terme, là, surtout en machine learning, l'apprentissage automatique, là, de cosine distance. Ça vient de là ici, là, la distance cosine. C'est relié au fait que lorsque je fais le produit scalaire entre 2 vecteurs ou tous les deux éléments d'information, bien, ça me donne un peu le facteur de similarité. Si les deux vecteurs sont alignés, l'angle calculé va être égal à 0. Donc, ça veut dire que les deux sont parfaitement alignés. Donc, ça veut dire que les deux sont très similaires. Donc, ça, c'est valable en n'importe quel nombre de dimensions. J'avais, par exemple, ici le vecteur 2, 2, le vecteur 4, 0. Un angle de 45 degrés entre les deux. Donc, vous voyez ici, j'ai défini mes vecteurs. J'ai fait le produit scalaire. J'ai divisé par le produit des normes. J'ai fait l'opération de arc cos. J'obtiens 0,7854 radians. Quand je convertis en degrés, vous voyez 45 degrés. Les matrices, ça va être, si vous voulez, on prend un vecteur, si vous voulez, maintenant, c'est un objet à 2 dimensions. Les matrices qu'on utilise beaucoup, nous autres, ça va être beaucoup des matrices carrées, par exemple, où le nombre de rangées va être égal au nombre de colonnes. Généralement, on exprime une matrice avec une majuscule. Les minuscules sont utilisées pour les entrées de la matrice. On peut aussi avoir des matrices de taille quelconque. On les utilise aussi en robotique mobile. Donc, une matrice de taille M, donc M rangée par N colonnes. On a ici, par exemple, une matrice de 2 par 3. Puis on va mettre les éléments à l'intérieur de la matrice là, avec donc une lettre minuscule avec 2 pour dire la deuxième rangée, deuxième colonne.
Les opérations sur matrice, on peut faire des additions, comme les vecteurs. Donc, on va prendre les entrées, la première entrée de la première matrice, plus la première entrée de la deuxième matrice, pour nous donner donc la première entrée de la matrice résultante, et ainsi de suite. Donc, on fait l'opération indépendamment même pour chacune des entrées. La bonne nouvelle, c'est que c'est commutatif. La multiplication, c'est qu'un scalaire, ça se passe bien. On fait juste multiplier chacune des entrées par le scalaire. L'opération de transpose, elle est importante. Donc, ce qu'on fait dans la transpose, c'est qu'une colonne devient une rangée, puis une rangée devient une colonne. Donc, vous voyez ici, j'ai la colonne 1, 2, 3, pardon, la rangée 1, 2, 3, qui devient la colonne 1, 2, 3, la rangée 0, moins 6, 7, qui devient la colonne 0, moins 6, 7. Donc, c'est important. La transpose, on va l'utiliser beaucoup lors par exemple, le filtre de Kalman linéaire, on va utiliser beaucoup l'opération de transpose. La multiplication est un peu plus complexe, là. Par exemple, si j'ai le produit de la matrice A avec le produit de la matrice B, je prends la première rangée. Disons que je vais trouver l'entrée de la première rangée, deuxième colonne de mon produit. Donc, je dois prendre le vecteur, dans le fond, la rangée ici, dans le fond, qui est un vecteur, oui. Donc, la première rangée de la matrice A multipliée par la deuxième colonne de la matrice B. Je les multiplie ensemble, je fais un produit scalaire. Ça me donne une valeur numérique qui va venir, dans le fond, de la réponse ici de la première rangée, deuxième colonne de mon produit. Important, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de rangées de B. Donc, en bout de ligne, si j'ai une matrice de M par N qui multiplie une matrice de N par P, moi, j'aime bien ça, m'imaginer les termes N s'annulent, donc j'obtiens une matrice de M par P. Important, ce n'est pas commutatif, même si, par exemple, des matrices carrées, je pourrais en théorie changer l'ordre, puis vu que les deux dimensions ici vont être les mêmes, mais la réponse n'est pas la même. Vous voyez, si je prends la matrice ici, que je multiplie par celle-ci, j'obtiens la matrice 0, 0, 1, 3. Si je veux juste intervertir les matrices, vous voyez, j'obtiens 3, 4. Donc, il n'y a pas de relation entre les deux. Donc, important, ce n'est pas commutatif. À l'examen, vous allez devoir multiplier quand même quelques matrices ensemble. On va voir que lorsqu'on va vouloir faire des transformations de coordonnées d'un repère à l'autre, on va utiliser des matrices de transformation, des matrices de translation, matrices de rotation, des matrices qui vont imbriquer les deux. On va avoir des vecteurs qui vont représenter des positions. Il faut être capable relativement rapidement, donc, d'être capable de multiplier des vecteurs avec des matrices, puis des matrices avec des matrices. Donc, pratiquez-vous un petit peu pour ne pas être trop rouillé à l'examen, parce que sinon, vous allez risquer de manquer de temps. Matrice identité, matrice importante. Donc, j'ai une matrice AI qui est égale à une matrice IA, un produit AI qui est égal au produit IA qui est égal à A. Donc, j'ai une matrice I qui est un élément en neutre, si vous voulez. Peu importe si je le pré ou post multiplie, cette matrice-là va me retourner la même chose. Lorsque j'ai des matrices carrées, ça va être simplement une matrice qui va avoir des 1 sur la diagonale. J'ai une matrice un peu plus générique, une matrice de type diagonale. Donc, j'ai des valeurs ici qui ne sont pas obligées d'être égales. L'important, c'est que dans la partie triangulaire en haut ou en bas, j'ai des zéros. Ça va être important, par exemple, les matrices de bruit dans les fils de Kalman, ça va être des matrices de type diagonale. Matrice triangulaire inférieure, supérieure, on l'utilise un petit peu moins. C'est surtout utilisé lorsqu'on fait des décompositions de matrices. Mais ça, disons qu'on touche pas mal moins à ça dans le cours. Mais quand même, bon de savoir que ça existe. L'inverse d'une matrice, donc j'ai le produit AB, ça veut dire que lorsque je fais le produit AB, j'obtiens la matrice identité. Si B existe, on va dire que A est une matrice inversible et B va être l'inverse de la matrice A. On va le noter A exposant moins 1. L'inverse, il est unique. Bon, là, en MATLAB, là, comme je dis, dans Python, vous allez trouver des opérations mathématiques de calcul d'inverse quand même similaires. Rappelez-vous quand même que l'opération de calculer une inverse de matrice, ce n'est pas une opération qui est rapide. C'est quand même assez coûteux de faire les inverses de matrice. La matrice va être dite singulière, la matrice A, si elle n'a pas d'inverse. Donc, si on ne peut pas trouver la matrice B, qui, lorsqu'on la post-multiplie avec A, on obtient la matrice identité. Nos matrices, pourquoi est-ce qu'elles vont apparaître dans nos équations en robotique mobile? C'est qu'on va avoir des systèmes d'équations qui vont décrire la physique du système, les méthodes de captation, et ainsi de suite. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut toujours traduire un système d'équations linéaire en un système d'équations de matrices et vecteurs. Donc, vous avez ici, par exemple, 4x1 plus 3x2 plus 7x3 est égal à y1, 5x1 plus 2x2 est égal à y2, et ainsi de suite. Donc, on peut traduire ce système d'équations-là sous une forme AX égale Y ou AX égale B. Donc, j'aurai la matrice ici. Donc, vous voyez 4, 3, 7, 4, 3, 7, 5, 2, j'ai un vide. Donc, 5, 2, 0, 0, 4, 3. Un vecteur ici, X1, X2, X3. Le vecteur Y, Y1, Y2, Y3. Donc, vous voyez comment on peut être capable maintenant d'avoir un système de matrices et de vecteurs.
Et comme je vous dis, on va abondamment utiliser ça dans les fils de Kalman, par exemple. Je vais avoir ici, par exemple, mon état à l'instant T-1. Je vais avoir ici l'état du système à l'instant T. Puis la matrice ici, c'est une matrice qui va me permettre de propager dans le temps l'état du système, basé, par exemple, sur les équations de physique, qui sont des équations linéaires. Vitesse, accélération, etc., etc. J'aime beaucoup cette image-là parce que ça fait un petit peu, on fait beaucoup de cours de linéaire, puis on voit des différentes taxonomies de types de matrices. Puis ici, je trouve ça intéressant parce qu'on voit l'arbre des matrices, part à la racine, toutes les matrices. Et nous, dans le cours, on va surtout travailler avec des matrices de type réel. Et dans les matrices réelles, par exemple, les matrices qui sont non carrées, ça va être des matrices de mesure, par exemple. Dans les matrices carrées, il y en existe plusieurs types. Donc, les matrices carrées générales, donc ça peut être le modèle physique du système. Pourquoi j'ai besoin d'avoir une matrice carrée pour décrire le comportement d'un système? Parce que j'ai un vecteur de taille, par exemple, n en entrée, puis de sortir un vecteur de taille n en sortie. Donc, ça me prend une matrice de n par n pour passer de un à l'autre. Donc, c'est une matrice générale. Il y a des matrices de type qu'on appelle Special Euclidean pour un certain nombre de dimensions, qui vont représenter des matrices de translation et de rotation. Toujours dans notre arbre ici, si je vois maintenant les matrices de type orthogonale, donc matrice réelle, carrée, orthogonale, donc je vais avoir les matrices de rotation qui ont la particularité d'avoir le déterminant égal à plus 1. Donc, on va appeler ça les matrices SO. Dans les matrices carrées symétriques, positives définites ou positives semi-définites, je vais avoir les matrices de covariance qui vont dans cette catégorie-là. Et dans les matrices diagonales, j'ai des matrices qui vont présenter les différents bruits, par exemple, sur le déplacement ou sur les capteurs, qui vont être des matrices diagonales. Donc, vous voyez un petit peu ici le genre de matrice qu'on va utiliser pour nos systèmes de robots mobiles. Donc, la dérivée, c'est quoi? Essentiellement, c'est la pente d'une fonction f à un point particulier. Donc, vous avez ici un point en rouge foncé, puis j'ai mis la pente ici, la tangente, qui va être la pente, dans le fond, de cette fonction-là. On le définit souvent là, comme étant la limite lorsque h tend vers 0 de f plus h moins f de x là, divisé par h. Donc, c'est vraiment la différence, moi je l'appelle ça passer au delta y divisé par delta x. Donc, comment ma fonction varie en y par rapport à comment est-ce qu'elle varie en x. Toute fonction continue va être approximativement linéaire lorsqu'elle est suffisamment zoomée. Hein, vous avez une fonction ici qui est non linéaire, mais si je prends un zoom très, très proche, la fonction va être somme toute linéaire. C'est un peu ça le concept déjà, vous devriez commencer à vous poser comme question, c'est ce concept-là de plus ma fonction est non linéaire, donc plus elle est incurvée, quelque part, plus je dois zoomer pour retrouver ce phénomène de linéarité. La réponse, c'est oui, c'est vrai. Ça veut dire que nos approximations linéaires vont s'empirer à mesure que nos fonctions vont être très incurvées. Il y a la dérivée simple, donc la dérivée de la fonction par rapport à x, qu'on exprime souvent avec un apostrophe. La dérivée double, donc on va mettre 2 apostrophes pour avoir une nomenclature plus rapide à la main. Dans le temps, je pense que c'est la nomenclature newtonienne. Là. On va souvent utiliser le 1 point pour la dérivée simple dans le temps et le 2 points pour la dérivée double dans le temps. Les règles de dérivée utiles, une fonction constante, la dérivée, elle est nulle, vous le savez tous. Fonction de puissance, j'ai x exposant n. La dérivée, ça va être quoi? Ça va être n fois x exposant n-1. Pour les autres, utilisez un site en ligne. Donc, à l'examen, si jamais je vous donne des fonctions non linéaires, on s'entend, ce ne sera pas des affaires extrêmement complexes. Là, je vais prendre des fonctions qui se dérivent facilement avec les règles de base. Là. La somme de deux fonctions, la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme de la dérivée individuelle. La dérivée des fonctions composées f de g de x. Donc, la dérivée de tout ça, ça va être la dérivée de f à l'endroit g de x fois la dérivée de g à x. Concept important, celui des dérivées partielles. Donc, ça, c'est pour les variables, les fonctions à plusieurs variables d'entrée. Donc, si j'ai m variables d'entrée à ma fonction, quand on fait une dérivée partielle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que les entrées, disons que je fais une dérivée partielle par rapport à x1, je vais considérer x2 à xm comme étant des constantes. Donc, là, il va y avoir la règle ici qui va s'appliquer. Puis après ça, je dérive cette fonction-là. On la dénote avec ce fameux d arrondi-là. Donc, la dérivée partielle de l'équation ici par rapport à x2. Donc, ça veut dire que x1, c'est une constante, x3, c'est une constante, donc ce terme-là disparaît, ce terme-là disparaît. Et la dérivée de 4x2 par rapport à x2, c'est pas compliqué, c'est 4. La dérivée partielle va être importante lorsqu'on va calculer les matrices qu'on dit les jacobiennes, essentiellement qui vient mesurer comment une fonction varie en fonction de toutes ses variables d'entrée. Si vous voulez, la sensibilité d'une fonction par rapport à chacun des termes de sa fonction à l'entrée.
Et aussi, ça va être important lorsque mes fonctions vont sortir plusieurs variables en sortie. Donc, j'aurai une matrice de toutes les dérivées partielles possibles. On va l'utiliser lorsqu'on va faire ce qu'on appelle le fil de Kalman étendu. Étendu vient du fait qu'on va prendre des équations non linéaires. On va utiliser les jacobiennes pour linéariser les fonctions temporairement. Et après ça, on va utiliser les équations du fil de Kalman qui sont des équations linéaires. Maximum, minimum d'une fonction, donc c'est lorsque la dérivée est nulle, donc j'aurai des points particuliers qui indiquent soit un maximum ou soit un minimum de ma fonction. Les séries de Taylor vont utiliser abondamment le concept de dérivée et c'est là qu'on commence déjà à voir poindre donc un formalisme derrière comment approximer les fonctions. Donc, les séries de Taylor, ça va être de représenter une fonction f par une série infinie de dérivées de f par donc un point précis. Le point A, c'est l'endroit où on va calculer les dérivées de cette fonction-là. Notez ici que cette série-là, elle est infinie. Et clairement, on ne va pas être capable de calculer une série infinie facilement. Là. Donc, c'est l'idée d'approximation qu'on va venir tronquer un certain nombre de termes dans cette série-là pour venir approximer. Donc, la fonction f de x approximée au point A, ça c'est important, le point d'approximation. Des fois, on appelle ça le point d'opération. C'est un point qui va être souvent dicté par le problème lui-même. Donc, ce que ça va être la valeur de la fonction f au point A, plus on prend la dérivée première de la fonction f au point A divisé par 1 factoriel, qui est égal à 1. Puis on multiplie par la différence ou l'écart entre la valeur d'entrée x moins le point d'opération A, plus la dérivée double au point d'opération A divisé par le factoriel 2 qui est égal à 2, qui multiplie x moins A, donc l'écart au carré, plus la troisième dérivée de point A divisé par factoriel 3, qui est ici, multiplie x moins A au cube, plus ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est quoi le pattern. Notez ici deux choses importantes pour cette série de Taylor-là. Donc, je vous dirais, il y a le terme ici, x moins a au carré, et ici, x moins a au cube. Plus le terme ici est petit, si je prends un petit terme, je le mets au carré, ça devient très petit. Si je prends un terme qui est petit, que je mets au cube, ça devient très, 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 très petit, et ainsi de suite. Et aussi la factorielle que vous voyez ici augmente quand même rapidement, 2, 6, 24. Donc, ce qu'on voit ici comme phénomène, c'est que souvent les termes deuxième, troisième, quatrième ordre, tant aussi longtemps que x et a ne sont pas trop loin l'un de l'autre, ces termes-là vont être essentiellement nuls. Donc, c'est un peu l'idée de notre approximation. On va juste dire, les autres termes sont négligeables, donc je vais juste prendre le premier, disons, le terme ici, plus le terme là, puis le reste, je vais juste faire l'hypothèse qu'ils sont essentiellement nuls parce que soit le terme x moins a au carré ou cube est faible ou le factoriel est relativement dominant ici. Vous avez ici un exemple, là, une animation, zéro terme, un terme, deux termes, trois termes. Vous voyez comment, à mesure que je rajoute des termes, la fonction rouge, qui est l'approximation par les séries de Taylor, là, qui est tronquée, là, on voit que plus je rajoute de termes, plus ma fonction vient se coller. Autre observation importante, regardez autour du point zéro, là, vous voyez, plus j'augmente le nombre de termes, plus l'approximation, vous voyez comment la zone dans laquelle l'approximation elle est très bonne augmente. Okay? Donc, c'est un peu les deux messages que vous devrez retenir ici. Plus je rajoute de termes, plus ma plage est grande et plus ma fonction approximée se colle sur la fonction réelle. Notez que si on veut se limiter simplement à avoir des fonctions linéaires, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre ce terme-là ici à nul, ce terme-là à nul, puis dans le fond, on a juste un terme qui dépend juste d'une valeur ici qui est calculée, mais essentiellement, ça, c'est un terme linéaire. Donc, c'est comme ça qu'on va venir linéariser n'importe quelle fonction qu'on a. Important, je le disais, il va y avoir un endroit particulier où on va faire cette linéarisation-là. Ce n'est pas un choix arbitraire. C'est un choix qui va être dicté souvent par la physique du système. Par exemple, l'endroit où on se situe, c'est quoi la plage d'opération du capteur en ce moment qu'on utilise, et ainsi de suite. Donc, un exemple très, très simple, j'ai une fonction d'un quelconque. Là, si j'ai pris la racine carrée de x, puisqu'elle se dérive relativement bien. Rappelez-vous que racine carrée, c'est x exposant moins 1/2, donc c'est un terme en puissance, donc ça se dérive relativement bien. On voit ici x, z la sortie, donc c'est une fonction qui a cette forme-là. Donc, si jamais je veux approximer la fonction z autour de a est égal à 100, donc au point ici, on va utiliser donc notre série de Taylor. Donc, j'ai le z de x à la position a, ça va être la valeur de z à a. Donc, j'ai 100 ici. Donc, 100 racine carrée, ça veut dire que ce terme ici, ça va être simplement 10, plus la dérivée de la racine carrée, que je vais donc calculer au point A divisé par 1, moins l'écart entre les deux, et ainsi de suite.
Je vous donne la réponse ici pour les dérivées simples. C'est 1 sur 2 de racine carrée de x, dérivée seconde, 1 sur 4, moins 1 divisé par 4 exposant 3 demi. Ce n'est pas tellement important ici, ces trucs-là, c'est juste c'est pour la démonstration. Donc, si je vais approximer avec qu'un seul terme supplémentaire par rapport à la constante, là, donc vous voyez ici, ça va être que z, que j'ai appelé 1 pour celui de premier ordre. Donc, ça va être l'équation suivante. Et deuxième ordre, ça veut dire que je rajouterai le deuxième terme là, de Taylor ici. J'ai mis les valeurs numériques. Si on regarde dans un tableau, ça donne quoi comme erreur d'approximation? Donc, ça, c'est simplement les équations que j'ai rappelées. Donc, on voit ici, par exemple, à x, la valeur exacte de la racine carrée de 100, c'est 10. La valeur exacte de 100,5, c'est cette valeur-là, et ainsi de suite. La fonction Z1, vous voyez l'approximation, j'ai 10, 10,025, 10,25. Donc, vous voyez ici l'écart entre la valeur approximée et réelle est quand même relativement faible. Cet écart-là va être encore plus faible si je rajoute d'autres termes. Donc, vous voyez ici 10,2469, donc 10,2470. Donc, vous voyez, l'écart est très faible. Là, à 110 comme valeur d'entrée. On voit donc que j'ai un écart de 0,11 si je prends la version linéaire et 0,0056 si je prends la valeur avec deux termes. Si je ne m'écarte pas trop de x, ben mon terme linéaire est quand même pas si mauvais. C'est sûr qu'avec deux termes, c'est meilleur. Là, vous me dites, oui, mais quand même, c'est 0,1 d'erreur, ce qui n'est pas acceptable pour des mathématiciens, possiblement. Mais rappelez-vous, votre capteur va peut-être avoir 3 d'erreur. Votre estimé de la position du robot actuel va peut-être avoir 7 d'erreur. D'avoir 0,1 d'erreur dans l'approximation va avoir, somme toute, aucune conséquence du fait que j'ai déjà des mesures très imprécises dans mon capteur et ou de l'estimé de la position de mon véhicule. Donc, c'est un peu comme ces petites erreurs-là, on va les pousser en dessous du tapis et on va leur dire, regarde, c'est tellement négligeable par rapport à toutes les erreurs que j'ai dans mon système. Puis ces autres erreurs-là, ce n'est pas des erreurs de mathématiques, c'est physiquement, je ne peux pas mesurer la distance plus précisément que 3 ou 5 Puis ça finit là, c'est le capteur que vous avez, c'est la précision maximale que vous avez. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'approximer, parce que les erreurs d'approximation numérique ne vont pas vraiment avoir un impact ou avoir un impact relativement négligeable sur l'estimé final de notre système. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Pour une opération 100, j'avais ma fonction en bleu. Je l'ai linéarisée avec la fonction ici. Donc, vous voyez, c'est 100 plus 0,05 de x moins 100. Et donc, vous voyez ici, tant aussi longtemps que je reste dans une plage d'opération qui est proche de mon point d'opération, ben, mon erreur est relativement négligeable. Comme je vous dis, l'erreur va être plus faible que celui de votre capteur. Il faut vraiment commencer à aller loin pour commencer à avoir des erreurs qui sont substantielles. Je parlais tout à l'heure de l'impact de la curvature, je parle de curvature de la fonction. Donc, vous voyez que, par exemple, si je linéarisais ici, comme la fonction elle est plus incurvée, la plage d'opération où mon erreur linéaire serait faible est beaucoup plus réduite. Donc, ça veut dire que possiblement, on veut peut-être éviter d'utiliser des capteurs qui ont des courbes comme ça, très incurvées à certains endroits. Autre élément important dans les approximations, les fonctions sinus-cosinus, on fait de la géométrie, donc sinus-cosinus va revenir souvent dans nos équations. Et regardons voir maintenant si j'approxime sinus et cosinus avec justement les séries de Taylor. Et on fait souvent ces approximations-là pour des situations où l'angle θ à l'entrée va être nettement inférieur à 1 radian, donc par exemple des angles plus ou moins 10 degrés. Et donc, sur notre équation ici, de notre série de Taylor, l'approximation à A est égale à 0, donc pour des petits angles. Donc, si on regarde la fonction sinus de θ et cosinus de θ, si je prends la série de Taylor, donc sinus de A est égal à 0. Le sinus de 0, c'est quoi? Vous devriez le savoir, c'est simplement 0, plus la dérivée de sinus qui est cosinus. Cosinus de 0, cosinus de 0, c'est donc 1. Une fois la différence entre x moins A est égal à 0. Donc, ce que ça va être comme réponse, donc c'est, on le voit ici, là, l'approximation linéaire de sinus de θ, c'est simplement θ, ce qui est nettement plus facile à calculer que sinus de θ. Si on fait la même chose pour cosinus, donc cosinus de 0, c'est 1, plus la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, le moins sinus de 0, c'est 0. L'approximation linéaire de cosinus de θ pour des petits angles, c'est 1. Donc, très pratique. Rappelez ça en tête, là, quand vous avez des petits angles, cosinus, c'est 1, puis sinus, sinus de θ, c'est θ. Ça va beaucoup simplifier nos équations. Série de Taylor, donc en résumé, ça va nous permettre d'approximer n'importe quelle fonction à un certain degré de précision en fonction du nombre de termes de Taylor qu'on conserve. C'est basé sur le point d'opération qui, je le répète, va être dicté par le système lui-même.
On va choisir un nombre de termes, mais en général, si on veut conserver, si on veut rendre notre système linéaire, on va être obligé de se cantonner à un seul terme, le terme de la première dérivée, donc la pente du capteur. Et ça va nous permettre donc de prendre n'importe quel système non linéaire, temporairement le linéariser et maintenant appliquer des équations linéaires. Ça va nous donner souvent des formes fermées, donc qui sont rapides à calculer et, je le répète, faciles à interpréter avec des systèmes non linéaires. L'intégration, vous allez voir, pour faire ça simple ici dans le cours, on la définit souvent comme étant, pour une intégrale définie, c'est l'air sous la courbe, comme vous avez ici là, entre A et B. Je regarde l'air dans la partie positive, moins l'air dans la partie négative, plus l'air dans la partie positive. On le définit aussi souvent comme étant l'inverse de l'opération de la dérivée. Dans le cours, on va beaucoup faire de l'intégration de type numérique. Et ça va être de l'intégration de type numérique d'ordre 0. Là. Le Runge-Kutta et tout ça, là, oubliez ça. On ne fera pas ça, nous autres. On va y aller vraiment au ras de la pâquerette. Donc, ça va être quoi? Ça va être de dire, ben, j'ai une valeur ici, par exemple. Donc, je vais prendre les valeurs centrales ici. Là. Donc, je vais faire simplement les rectangles qui viennent prendre la valeur en haut ici. Puis la largeur va être une largeur définie, par exemple. Ici, j'ai mis delta x, mais souvent, ça va être on va intégrer dans le temps. Donc, ça va être delta t. Puis, dans le fond, je vais faire la somme des différents rectangles de ma fonction. Là. Donc, on voit ici l'intégrale, ça va être quoi? Ça va être de A à B. Donc, je vais prendre la valeur de la fonction à la position A jusqu'à B, que je multiplie dans le fond par delta x. Aussi simple que ça, on ne se casse pas la tête. Encore là, y a-t-il des erreurs d'approximation? Clairement, vous avez ici, là, on voit qu'on néglige certaines parties. Là. Mais encore là, ce qui va arriver, c'est que si mon pas de temps est relativement faible, l'erreur d'approximation de mon intégrale va être nettement inférieure à l'incertitude, à toutes les erreurs de mes capteurs. Donc, c'est pour ça qu'on va se dire, regarde, on va aller vite, on va être capable de bien interpréter, on veut les solutions fermées, on va faire l'intégrale d'ordre 0. Un exemple avec un capteur, un gyroscope ATO, les gyroscopes que vous avez, par exemple, dans vos cellulaires. Donc, un gyroscope, c'est un appareil physique qui donne de l'information sur les rotations d'un système. Et les gyroscopes qu'on a dans les cellulaires ou les gyroscopes qu'on a aussi dans les robots mobiles maintenant, essentiellement, ce sont la plupart du temps, c'est des gyroscopes ATO qui sont basés sur des structures vibrantes. Donc, ils vont nous donner un taux de rotation en degrés par seconde. Donc, si le système est immobile, tout ce qu'on va mesurer, ça va être le bruit du capteur. Si on regarde au niveau de la modélisation physique de notre système, donc j'ai la réalité physique ici, qui est une boîte impénétrable. Vous avez l'angle réel du robot. Et le gyroscope, dans le fond, ce qu'il vient faire d'un point de vue mathématique, c'est qu'il prend l'angle du robot, va la dériver dans le temps, avec ce qu'on appelle un transducteur, donc une pièce physique qui va traduire une quantité physique vers une autre quantité physique. Et ça va nous donner donc un taux de rotation en radians par seconde ou en degrés par seconde, qu'on va souvent faire référence en utilisant la lettre grecque oméga. Et si je veux retrouver maintenant l'orientation du robot, donc je dois faire l'intégrale, puisque si vous voulez, je veux inverser cette opération-là, donc je dois faire l'intégrale de mon taux de rotation. Je fais l'intégrale. Ça va me donner donc un angle, une orientation estimée de mon robot. Et rappelez-vous, lorsque vous faisiez l'intégrale, il y avait tout le temps cette constante C qu'on trimballait suite à l'intégrale. Ici, ça va être important de bien comprendre qu'elle va être là. C'est-à-dire qu'en bout de ligne, ici, je vais avoir un angle d'orientation qui est relative. J'ai tourné de 15 degrés entre le moment A et le moment B. Et ça ne me dit pas c'est quoi l'angle par rapport, par exemple, au nord magnétique ou au nord géographique. Je vais avoir une différence d'angle qui va être relative. Pourquoi? Parce que justement, ça me manque. Le plus C, je ne l'ai pas. Dans nos systèmes électroniques, là, on va avoir donc un gyroscope qui va donner des informations à un pas de temps défini, delta t. Donc, je vais avoir un signal qu'on va dire échantillonné. Donc, je vais avoir un vecteur qui va correspondre aux différentes valeurs de taux de rotation de mon système mécanique. Et donc, on va retrouver l'angle. Encore là, je le disais, on fait l'intégrale vraiment simple d'ordre 0. Donc, l'angle à l'instant i plus 1, c'est égal à la vitesse angulaire à l'instant i plus 1 fois delta t plus l'angle précédent. Puis i, ça va être un entier. Vous voyez ici, c'est très rapide comme mettre à jour l'estimé de position de mon robot, par exemple. Je vais prendre mon gyroscope, je fais l'intégrale, puis en faisant l'intégrale, ça va me donner une estimée de la position de mon robot. Donc, ça, c'était l'exemple avec un gyroscope. On va avoir un signal qui est échantillonné, par exemple, à chaque 10 millisecondes. Donc, je vais avoir des valeurs numériques de mon gyroscope ATO qui sont représentées par les 11 valeurs ici. Par exemple, si je prends du code, là, ici, vous le voyez, là, j'ai fait le passage vers le NumPy. On spécifie une période d'intégration ici. Ça, c'est un choix qui peut être fait soit par la personne qui conçoit le système ou carrément le capteur lui-même. Quand vous achetez les capteurs, ils viennent eux-mêmes avec des taux de rafraîchissement qui sont spécifiés. Par exemple, un gyroscope, souvent, on peut spécifier 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 800 Hz. Puis, c'est dans le fond, l'information nous arrive à ce taux-là. Vous voyez ici, j'ai créé un array qui correspond
aux différentes valeurs numériques simulées de mon capteur. On va dire que, je vais créer un vecteur θ qui va contenir les angles estimés. Là, vous voyez ici, j'ai initialisé mon système en disant que l'angle à l'instant 0, par exemple, ce qui correspondra lorsque j'allume le robot, l'angle est de 0,04 radians. Ça, c'est le fameux plus C de l'intégrale. Ça veut dire que quand j'initialise mon robot, je dois lui spécifier en ce moment c'est quoi ta valeur de direction. Ici, j'ai pris une valeur arbitraire juste pour le besoin de la cause. Ce qui va arriver souvent en robotique mobile, c'est lorsque le système démarre, et on va commencer à créer une carte, on va simplement spécifier que la position en ce moment, elle est de 0, 0 en X, Y et la direction est de 0. Donc, on va spécifier dans le fond que le robot est le centre de l'univers lorsqu'on démarre le système. En robotique, ce qu'on va faire, on va donc combiner ces différentes matrices, les intégrales et tout, pour avoir des systèmes linéaires. Parfois, la linéarisation est nécessaire, donc on doit approximer. Ça va nous permettre de représenter donc l'évolution de l'état qui peut être la pose du robot, la position X, Y, θ, dans le temps. Vous avez ici un véhicule avec une vitesse V, une position X. Mon vecteur d'état, comme je vous disais, on peut inclure la vitesse dans le vecteur d'état. Donc, ici, j'aurai un vecteur d'état à 2 dimensions. Donc, mon robot opère essentiellement en 1 dimension. C'est un chariot sur un rail. Je veux conserver l'information sur la position et la vitesse de mon chariot. Et on voit donc que les équations physiques qui régissent ce système, donc la position à l'instant t plus 1, c'est quoi? C'est la position à l'instant t plus l'intégrale de la vitesse. L'intégrale, on le fait simplement en multipliant par le pas de temps, delta t. Ça va me donner maintenant ma nouvelle position. Et on va dire que mon chariot a une vitesse constante. Donc, la vitesse à l'instant t plus 1 est égale à la vitesse à l'instant t. Donc, c'est les équations de mon système. La position et les vitesses sont-elles eux-mêmes des vecteurs? Si j'opère en plusieurs dimensions, oui, la position va être plusieurs dimensions. La vitesse aussi va être plusieurs dimensions. Dans ce cas-ci, c'est des scalaires parce que j'ai un monde à une seule dimension. Donc, la vitesse, c'est un vecteur de 1 par 1. Puis, la vitesse 1 par 1, la position, c'est 1 par 1. Mais en général, le vecteur d'état vient comme un peu désincarner les vecteurs individuels de position de vitesse. Puis après ça, on les réincarne dans les termes dans le vecteur d'état. Donc, j'aurais, par exemple, si je serais en 3 dimensions, je peux avoir X, Y, Z, vitesse en X, vitesse en Y, vitesse en Z, 3 valeurs numériques pour l'orientation tridimensionnelle, plus 3 valeurs numériques, par exemple, pour la vitesse angulaire. Donc, si on remet ces équations-là sous un format matriciel, vous voyez que le vecteur d'état, qu'on indique souvent par une lettre majuscule X, c'est pas parce que c'est la dimension X, c'est vraiment par convention. Les vecteurs d'état sont, dans les articles scientifiques, c'est toujours indiqué par la lettre majuscule X, qui est composée donc de la position à l'instant t plus 1 et la vitesse à l'instant t plus 1. C'est égal à cette matrice de changement d'état, 1 delta t 0, 1, fois le vecteur qui représente l'état à l'instant t. Donc, vous voyez ici, c'est mon équation. Je vais ranger, on voit ici le vecteur x de t. De l'éclater ici, là, je l'ai mis directement dans le vecteur. Donc, vous voyez comment, avec les équations matricielles, je viens faire la simulation de mon système physique.